Alors, re-bienvenue, nous parlons maintenant des database trigger events, le dernier des 4 types de backend workflows qui existent sur Bubble. Première chose à savoir, c'est que j'utilise le terme database trigger events parce que je suis vieux et que c'est ce qu'on a sur l'interface historique d'édition des workflows, New Database Trigger Events. Sur la nouvelle interface d'édition des workflows, ça s'appelle A Thing is Modified. Pourquoi pas? Ça peut effectivement être une dénomination plus claire. J'ai pas de problème avec ça, mais sachez que A Thing is Modified et Database Trigger Events, ça désigne concrètement la même chose. Et cette chose, à quoi elle sert? Elle sert à effectuer des opérations à chaque modification de certains champs en base de données, ou de certains data types en base de données. Donc ça, c'est la théorie, mais en vrai, à quoi ça sert? C'est pas difficile de s'en faire une image. Les database trigger events, les thing is modified, ça sert à faire ce qu'on fait dans Airtable sous forme de formule, de lookup ou de rollup. C'est une réaction de certaines personnes en arrivant sur Bubble en disant « mais c'est nul, il n'y a pas de champ formule, etc. » Il y a... En vrai, avoir des champs formules, il y a du positif, mais pas que. Et ces database trigger events, ils vous servent concrètement à faire des formules. Mais pour configurer la formule, il faut configurer non seulement la formule, mais même qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va calculer, comment ça va se passer, mais il faut aussi configurer le déclencheur. Il faut aussi dire quand est-ce qu'on va le déclencher, quand est-ce qu'on va le calculer. Dans Airtable, c'est Airtable qui le fait à votre place, il dit à partir de la formule qu'on entre et des variables et paramètres qu'on utilise, on sait quand on va avoir besoin de le recalculer. Bubble, lui, il ne sait pas le faire. C'est vous qui allez devoir définir quand est-ce qu'on veut recalculer la valeur d'une formule. Alors ça peut servir à quelques autres choses qu'à faire des formules ou des lookups ou des rollups, mais l'idée quand même, c'est globalement ça. La spécificité des database trigger events, c'est qu'ils se déclenchent automatiquement à toute modification en base de données. Quelle que soit la source de la modification. Ça marche si on modifie la donnée en API Workflow, en action dans le front, en auto-binding, en API externe. Il y a juste un database trigger event qui ne pourra pas déclencher un autre database trigger event. Et là, c'est pas une limitation, c'est plutôt une sécurité assez bienvenue. Ça évite d'avoir des boucles infinies d'un database trigger event qui déclenche un autre et on s'en sort pas. Donc, un database trigger event ne déclenche pas un database trigger event, mais tout le reste va déclencher les database trigger events. Comment ça marche concrètement? En fait, quand on dit à Bubble create thing, update a list of things, etc., Bubble va avoir pour chacun de ces records à créer ou modifier le même process. Il va dire je fais une photo instantanée du record avant que je commence à le modifier. Je fais mes modifications. Et maintenant, je prends une photo, donc une fois que les modifications sont faites, et je vais aller voir les database trigger events qui existent sur ce data type, et je vais voir si les différences entre ma photo avant et ma photo après justifient qu'on fasse tourner les database trigger events. C'est un peu théorique à ce stade, mais on va avoir un exemple. En fait, sur le principe, c'est très très simple. Donc là, par exemple, je dis, je veux faire un database trigger event sur le data type user. Donc, ça va s'appeler par défaut user is modified, mais je peux changer aussi son nom là. Où est-ce que je peux changer son nom? Attends, on peut plus modifier le nom des... Si, ici. Ah, il fallait le trouver. Donc, update user name, par exemple. Donc, un utilisateur est modifié. Ça, c'est à quel moment est-ce que Bubble doit aller vérifier ce database trigger event? Ah ben là, maintenant, il y a marqué database trigger event. C'est marrant, il le marque quand même. Bon, peu importe. Donc,
Quand est-ce qu'il doit le déclencher? Et ben, c'est ici qu'on va le définir. Dans les conditions, on dit user now. Donc moi, par exemple, je veux renseigner le nom complet d'un utilisateur quand son prénom ou son nom est changé. Donc je vais mettre user now, déjà is not empty, parce que j'ai pas envie d'aller modifier un utilisateur vide, c'est bête. And user now first name is not user before change first name. Non, c'est pas un and. C'est un or user now last name is not user before change last name. Si vous ne savez pas, enfin si vous n'utilisez pas dans vos applications les petites parenthèses, vous allez ici dans version et vous cochez la première case, expression parenthesis. Ça fait longtemps que ça existe, ça fait 1 an et demi que ça existe, je comprends pas pourquoi c'est toujours en bêta, sachant que c'est indispensable, vraiment. Il y a plein de choses qui sont littéralement impossibles si vous n'avez pas cette option activée, donc activez-le et ça rend vos formules beaucoup plus lisibles et beaucoup plus logiques aussi. Bubble avait une manière assez particulière et totalement incompréhensible de gérer les opérations logiques. Là, vous avez les parenthèses qui apparaissent, donc on sait bien que on a un end, et ensuite on vérifie une condition ou l'autre. Tiens, dit les calculs sont facilités avec les parenthèses. Il y a même des calculs qui sont rendus possibles par ces parenthèses. Dans certains cas de figure, il y a des choses qu'on essaie de faire qui étaient littéralement impossibles sans ces parenthèses. Donc vraiment, les parenthèses, c'est la bonne manière de faire, de composer vos expressions. Donc ça va. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire que si le user, après modification ou création, parce que le user is modified, mais c'est aussi, modified ou created ou deleted. Donc il y a eu une modification sur ce user, mais la création ou la suppression en font partie. Donc si ce user est non vide et que donc le prénom, enfin le first name après et avant n'est pas le même, donc si le prénom a été changé, ou si le nom de famille a été changé, alors à ce moment-là, ce database trigger event va se déclencher. Et derrière, je mets, c'est un workflow normal. Et là, en l'occurrence, ce que je vais vouloir, c'est avoir dans mes users un champ full name. Et ce que je fais généralement, ça va faire plaisir à Camille si elle est toujours avec nous. Je mets l'emoji robot pour dire que ça, c'est un champ calculé automatiquement. Quand je mets cet emoji robot, ça veut dire que je ne vais jamais aller toucher directement à ce texte. Je le remplis toujours avec des database trigger events. Donc là, je vais changer user now. J'aurais mis user before change, ça n'aurait pas changé grand-chose, sauf si c'est une création. Donc en fait, si, ça aurait changé quelque chose. Parce que concrètement, là, c'est juste l'identifiant qui est pris en compte. Et donc, dans mon utilisateur maintenant, je prends le full name, donc le nom complet, et je vais lui mettre une valeur. Donc là, il vaut mieux mettre un arbitrary text. Et je vais faire user now first name. Je vais faire un petit trim aussi, un espace, user before change, last name, encore un trim. Le trim, ça enlève les espaces avant, après. Et je mets encore ici un trim, parce que s'il y a que le prénom ou que le nom, en fait, il y aura un espace qui traînera avant ou après, qui est l'espace de séparation. Donc en mettant un trim là, ça me permet aussi de me débarrasser de cet espace. Et c'est pas grave que je mette des trims partout, que ce soit un peu lourd à écrire, parce que l'avantage, c'est que je ne le fais qu'une seule fois. C'est pas à tous les endroits de l'application où le prénom ou le nom sont modifiés, à ce moment-là, je dois modifier le nom complet. C'est que j'ai défini mon database trigger event, et d'après les conditions que j'ai définies ici, je sais qu'à chaque fois que le prénom ou le nom sont modifiés, je mettrai à jour le nom complet de l'utilisateur. Et c'est ce que je veux. Donc ça veut dire que ce champ, je n'ai plus besoin de m'en soucier. Dans mes workflows de modification, de création de user ou quoi que ce soit, je n'ai rien besoin de faire sur le full name parce que juste ces deux étapes, le trigger ici, l'action là, suffisent à gérer ça pour toute la durée de la vie de mon application. Et donc, pour calculer des choses comme ça, donc le full name, c'est très bien, des champs dont on a besoin.
Ces champs robots là, souvent c'est des champs que j'utilise soit pour filtrer, soit pour trier et cetera. Parce que, on peut pas trier sur des champs, qui sont des liens vers une autre table. Si on veut trier vers le nom du recordier dans une autre table, en fait, il faut récupérer, rapatrier le nom du recordier dans la table en cours et les database trigger events peuvent nous servir à le faire. Donc, voilà pour le fonctionnement global. Juste un exemple, si je veux savoir quand je sais pas, un outil est créé, quelles conditions je vais mettre? Bah, c'est facile, je mets tool before change is empty. Dans un database trigger event, tool before change is empty, ça veut dire que l'outil n'existait pas avant, donc il vient d'être créé. Donc si je veux effectuer des actions à chaque création d'outil, j'ai juste besoin d'aller créer mon database trigger event. Donc ce qu'on disait tout à l'heure dans le volet sur les API workflow, où on a un workflow initialize project, etc. En fait, potentiellement, on n'a même pas besoin de le déclencher depuis le front. On a juste besoin de faire un database trigger event qui va s'en occuper. Et à l'inverse, si je veux savoir qu'un outil a été supprimé, je mets tool now is empty. Ça veut dire que l'outil maintenant est vide. S'il est vide, c'est qu'il a été supprimé. Voilà. Et donc on peut évidemment combiner ça au custom event, c'est-à-dire que notre database trigger event, il va ensuite appeler un custom event qu'on a défini ailleurs, etc. On peut ensuite enchaîner les custom events, on peut faire un certain nombre de choses, mais ça nous permet... Donc les database trigger events sont précieux parce qu'ils permettent de centraliser à l'extrême certaines opérations. Les custom events, les API workflow permettent de centraliser les opérations, mais ils ne permettent pas de centraliser les conditions dans lesquelles on va effectuer ces opérations. Les database trigger events permettent ça. Ils permettent non seulement de centraliser les actions, mais aussi de centraliser, de définir une bonne fois pour toutes à quel moment on va faire tourner telle ou telle action. Après, là où c'est pas forcément une super bonne idée de faire des database trigger events, c'est pour des objets qui sont très souvent updatés, alors qu'on regarde des champs qui sont très rarement updatés. Là, à ce moment-là, on peut se dire, ça va pas forcément être très, très performant. C'est d'ailleurs la question d'Arnaud. J'ai pas regardé en détail. Je crois que les database trigger events sur les infos qu'on a à portée de main, vraiment, le avant, le après et c'est tout, sont gratuits ou presque. En revanche, ce qui va consommer, c'est si dans notre condition, on a des search, même si c'est rare, où on va chercher des infos dans un enfant. Si là, je dis pas, je mets une condition sur, tool, satellites, là, par exemple, il y a un tool status, is empty. Bah, là, je vais aller chercher les infos dans une table liée et à ce moment-là, forcément, ça va me consommer des workloads uniques parce que je vais demander au serveur de faire des actions supplémentaires. Donc moi, c'est un peu de ces trucs-là dont je me méfie. J'essaye de limiter ce genre de logique. Et j'essaye aussi de limiter les database trigger events pour les outils, pas les outils, les objets qui sont vraiment très très souvent updatés, à défaut d'avoir fait vraiment une étude précise de quand est-ce que ça coûte et combien. Mais pour les autres cas de figure, là encore, faut pas trop se poser la question, parce que même si ça coûte éventuellement un peu plus cher que l'alternative, c'est tellement plus maintenable que la question se pose vraiment pas. Le reste est quand même nettement moins préférable.
Donc conclusion, quand vous voulez qu'une modification en entraîne une autre, une modification entraîne une modification, d'un champ, d'un statut, d'un lien, et cetera. Vous avez, 2 possibilités principalement. Soit vous allez passer toujours par un même API workflow, heu, donc cet API workflow sera toujours appelé dans ce contexte-là et l'enjeu, c'est de se souvenir et de s'y tenir, de toujours dans le bon contexte appeler ce même API workflow. Des fois, c'est facile parce qu'on sait que oui, bah, de toute façon, pour créer ce truc-là, on a juste une pop-up et un bouton à un endroit et c'est tout. OK, c'est facile. Mais quand c'est un peu plus compliqué que ça ou quand il peut y avoir un peu plus de contexte que ça, c'est vrai que les database trigger events donnent vraiment, un outil, hyper pratique et hyper puissant. Juste un truc que je trouve un peu dommage, heu, on peut pas accéder, ah si, il y a le current user ici. Ah, c'est peut-être ici qu'on peut pas, ouais, on peut pas accéder au current user dans les conditions du database trigger event, mais on peut accéder au current user, donc le user qui a fait la modification, dans le contenu du database trigger event. Donc si vous voulez une condition dans votre database trigger event en fonction de qui a fait cette modification, typiquement est-ce qu'il est admin ou pas, vous ne pourrez pas mettre la condition là, vous mettez les autres conditions là, et la deuxième condition sur l'admin, ce sera là, c'est voilà, si le user est admin, alors à ce moment-là je vais faire ça. Bref, voilà pour notre tour d'horizon des back-end workflows. Je ne sais pas si vous êtes aussi fatigué que moi, mais là, je commence à avoir la gorge sèche et le cerveau fatigué. Mais on a vraiment fait un tour d'horizon aussi complet que possible. Évidemment, on peut pas tout dire, pas tout voir, mais là, je pense que avec, euh, déjà avec ça, avant de se retrouver face à une situation qu'on n'a pas envisagée, et ou pour laquelle on n'a pas les bons outils en termes de workflow, faut y aller, quoi. Concrètement avec ces outils-là, on peut à peu près tout faire sur Bubble, même si dans certains cas de figure, comme on le disait avec Mickaël un peu plus tôt, ça peut être utile d'utiliser Make ou autre, pour externaliser certaines opérations. Hem Mais pour l'essentiel, voilà, pour les données vraiment les opérations sur les données Bubble, mieux vaut rester au sein, heu, de Bubble. Ouais, Laetitia, dit: «Heureusement que le replay sera là pour tout reprendre». Bon, toi, effectivement, tu débutes, sur Bubble, donc il y a beaucoup de densité parce qu'il y a des choses que tu avais pas vues. La plupart des autres qui sont là, font du Bubble depuis déjà un certain temps, donc c'est, juste voir différemment certains points, apprendre certaines astuces, connaître un comportement dont ils n'avaient pas forcément connaissance. Pour toi, ça fait, j'imagine, beaucoup de choses à apprendre d'un coup. Donc ouais, c'est assez dense, c'est honnêtement, un niveau un peu plus que débutant. On a déjà tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais mais voilà, je suis vraiment intimement convaincu que pour faire les choses proprement, dans son back-end, connaître ces différents éléments, du moins si on veut faire de Bubble son métier, est absolument indispensable. C'est une personne qui un entrepreneur, une entrepreneuse qui fait son produit de son côté, c'est pas grave de connaître toutes ces subtilités, mais quand on est freelance, typiquement ou employé et cetera, ou qu'on a l'ambition de le devenir, ça fait vraiment partie du bagage, indispensable de vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, savoir utiliser les bons outils pour les bons besoins. Heu et j'espère avoir contribué à mon niveau à tout ça. Merci beaucoup en tout cas à vous de m'avoir suivi. Ça fait presque 2 heures, hein, qu'on est ensemble, tu m'étonnes que je suis fatigué. Heu, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laetitia, pour son propre produit, si on veut qu'il dure, je suis d'accord. Après, c'est vrai que si on développe un produit vraiment que le but c'est le tester et cetera, des fois, vaut mieux le faire un peu comme on peut, pour avoir quelque chose de testable rapidement,
quitte à se dire: «Bon, en fait, ce que j'ai fait, c'était nul, heu, je vais me former et je vais faire une V2 plus propre, plus complète et cetera, où là je je respecterai bien les bonnes pratiques». Parce que, bon, il y a du moins enfin, les entrepreneurs ou du moins certains ont un peu ce problème de, passer leur temps dans le produit, et pas assez à aller tester leurs produits justement à l'extérieur auprès de vrais users, donc faut pas que le fait d'apprendre Bubble et de potentiellement se prendre de passion pour Bubble soit aussi une excuse pour, retarder au maximum ce moment où on confrontera le produit au marché, qui est le seul moyen, concrètement de vraiment avoir un business. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, merci à vous pour votre présence, votre soutien, pour vos questions, remarques, compléments d'informations tout au long de l'émission. Ça a été, utile et très sympa. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à toutes et tous. Pour le replay, puisqu'on en parlait juste avant, ce sera sur YouTube. Donc contrairement à la précédente vidéo qui était une grosse vidéo d'1 heure et demie parce que il y avait pas trop de thèmes ou d'endroits où couper. Là, ce sera découpé. Donc on aura une vidéo pour chaque type, de back-end workflow. Heu, donc vous vous doutez bien que toutes les vidéos n'auront pas la même durée, hein. Je pense que la vidéo, API Workflows, fait elle-même, 1 heure au moins. Mais voilà, ce sera peut-être un peu plus digeste et un peu plus facile à trouver pour les gens. Merci beaucoup en tout cas, à toutes et tous. Je précise au passage, pour celles et ceux que ça intéresserait, que je fais également du coaching, sur Bubble, sur Airtable et Make aussi. Mais voilà, si vous avez des questions, si vous voulez, optimiser les points, si vous avez des doutes, ou si vous voulez être sûr de faire les choses proprement quand vous commencez un projet, quand vous abordez un point technique un peu particulier, vous allez sur coachingnocode.fr et n'hésitez pas à réserver un créneau pour en discuter. Je fais aussi de la presta, mais j'ai beaucoup moins de dispo. Je suis booké jusqu'à au moins fin 2024 et probablement jusqu'à bien plus tard. Donc ça, c'est beaucoup moins sûr. Bref, merci à toutes et tous. À très très